HTML5 et Internet Explorer 9, est-ce que c'est réellement compatible? La présentation ce soir, bien, plutôt, qu'est-ce que la présentation n'est pas? Ce n'est pas une présentation pour planter les autres navigateurs. Ce n'est pas une présentation où je vais me défendre contre un paquet de trolls qui n'aiment pas Internet Explorer ou qui n'aiment pas HTML5. Je vais en parler un peu d'ici la fin de la présentation, mais mon but, ce n'est pas ça. Puis, ben, je trouvais ça intéressant, ce n'est pas non plus une présentation d'Apple. Juste pour que ça soit clair. La présentation, c'est quoi? C'est une présentation pour les gens qui sont ici. Dans le fond, c'est pour vous aider dans votre travail en tant que développeur, intégrateur, designer, à comprendre ce qu'Internet Explorer 9, la nouvelle mouture d'Internet Explorer, a à vous apporter comme développeur, comment ça fonctionne. C'est pas une présentation où je vais passer à travers de tout HTML5. C'est pas une présentation où je vais passer à travers de toutes les features d'Internet Explorer 9 parce qu'on finira pas la soirée. C'est, dans le fond, je vous dirais, c'est une vue globale sur peut-être les principales features d'HTML5 qui intéressent plusieurs personnes, de voir comment ça fonctionne avec Internet Explorer 9, comment ça a été implémenté, comment Microsoft, on gère ça. Qui suis-je? Je ne suis pas un petit gros qui apporte la bonne nouvelle. Je suis évangéliste chez Microsoft. Souvent, ça fait peur au monde, ce terme-là. Qu'est-ce que c'est un évangéliste chez Microsoft? Oui, je vois quelqu'un je vois Muriel qui fait oui, ça fait peur. Il y a plusieurs personnes dans mon équipe qui se présentent comme advisor pour les développeurs. Moi, j'ai aimé garder le terme évangéliste. Grosso modo, c'est quoi mon travail? Ben, j'aime dire que mon travail, c'est de donner de l'amour aux développeurs. Fait qu'ayez pas peur, je n'irai pas vous faire un câlin tout le monde d'ici la fin de la soirée, mais plus sérieusement, mon travail, c'est d'être présent dans la communauté. C'est d'aller chercher de l'information de votre côté, c'est-à-dire de jaser avec vous autres de technologie, que ce soit technologie Microsoft, que ce soit technologie d'autres technologies, de voir avec vous autres vos besoins pour propulser votre carrière, pour propulser vos projets, mais de ramener les feedbacks chez Microsoft. Je ne travaille pas directement sur les produits, mais j'ai accès aux équipes de produits. Donc, quand vous avez quelque chose, un bon coup, un moins bon coup, une idée de fonctionnalité, un problème quelque chose, n'importe quoi, dans le fond, je suis la personne, la référence pour ça. Mon focus, c'est surtout le web. Donc, je couvre le web au Canada, je dirais l'Est du Canada, le Canada au complet, avec un focus encore plus précis sur l'ouverture d'esprit de Microsoft. Donc, depuis quelques années, Microsoft essaie d'être un peu plus ouvert, que ce soit au niveau de l'open source, que ce soit au niveau des standards, que ce soit au niveau de l'interopérabilité. Donc, on parle ici de PHP sur Windows, on parle ici d'HTML5 avec Internet Explorer, là, Internet Explorer 9. Donc, ces sujets-là, c'est les sujets, je dirais, que je couvre un peu plus. Mais, n'importe quelle discussion aux alentours de la technologie, n'ayez pas peur, je ne mords pas. Donc, très grossièrement, c'est ma job. C'est mon nouveau rôle chez Microsoft. Donc, la question qui tue, HTML5 et Internet Explorer 9, est-ce que c'est réellement compatible? La réponse, oui. Sur ce, bonne soirée. J'ai terminé ma présentation, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur une note plus sérieuse, c'est quoi HTML5? C'est un langage de programmation. C'est un standard web. C'est un standard qui est en brouillon. Je n'aime pas beaucoup le terme français. C'est la même chose qu'en anglais, c'est un draft. Ce n'est pas la version finale encore. Le W3C travaille encore sur la version de HTML5. Donc, ce n'est pas terminé. On parle beaucoup, les browsers sont en train, les navigateurs sont en train de l'implémenter. Puis est-ce que c'est une révolution pour le web? Certains vont dire oui, certains vont dire non. Certains vont trouver que c'est surestimé, cette technologie-là. Certains vont trouver qu'elle est sous-estimée, au contraire, parce que c'est vraiment une révolution. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un standard qui est finalisé encore. Donc, on travaille encore dessus. Il y a des choses qui, c'est à peu près sûr, qui ne partiront pas de la version finale parce que c'est bien implémenté, ça commence déjà à être très utilisé. C'est des fonctionnalités que les développeurs voulaient, qui nous aident à faire des sites web ou des applications qui sont plus intéressantes. Mais il ne faut pas oublier, comme je dis, que c'est encore une version de brouillon. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui pensent que HTML5, c'est une révolution pour le web, c'est une révolution pour l'informatique? Soyez pas gênés. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je pense vraiment que HTML5, ça va amener l'Internet à un bon niveau. Ça va nous permettre de faire des applications web qui ont beaucoup de potentiel. Pas qu'on n'avait pas avant, mais ça va nous permettre de faciliter et de rendre plus facile ce développement-là et de faire des applications et des sites web qui vont être beaucoup plus intéressants pour l'utilisateur, qui vont être beaucoup plus engageants, donc une manière de rendre les applications beaucoup plus immersives. Donc, je vous l'avais dit, je ne rentre pas dans la science non plus. C'est des choses qui sont de base.
mais c'est pour aider des fois à comprendre un peu c'est quoi HTML5. Parce que souvent, HTML5, c'est rendu un buzzword. Tout le monde parle d'HTML5. Je me suis même acheté un T-shirt HTML5. Je veux dire, tout le monde parle d'HTML5. Déjà une démo? Ça va bien? Donc, ce que je vais vous montrer un peu, c'est 2-3 petits exemples de ce qu'on peut faire avec HTML5 présentement. Je te laisse deviner. Dans Internet Explorer 9, le release candidate, donc la dernière version qui est sortie la semaine passée. Ici, c'est BMW qui ont fait, dans le fond, une version de test. Puis ici, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement voir la voiture. C'est pas... vous allez me dire, ouh, il n'y a pas de quoi d'hyper révolutionnaire là-dedans. Mais c'est parce qu'on peut jouer un peu avec la voiture. Puis ce qu'on voit ici, c'est vraiment on voit les reflets des lumières. Et si je fais un clic droit, il n'y a pas le petit menu qui dit version de flash. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en HTML. J'ai la misère avec ma souris. C'est comme si on sont des fans de musique ici. Plus ou moins. Est-ce que vous connaissez les Killers? The Killers? The Killers ont refait leur site web avec HTML5. Donc, c'est une des versions de leur site web. Bien sûr, il faut un navigateur qui supporte HTML5. Et comme l'Internet est super rapide ici, ça va finir par charger. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est une expérience. Ils ont voulu rendre l'expérience de visiter un site web pour un groupe de musique plus intéressant que seulement l'information de base qu'on trouve d'habitude, seulement les menus qui sont peut-être un peu plus drables. Présentement, ce qu'ils ont fait, c'est un peu l'environnement qu'on connaît à The Killers, qui est généralement un peu plus déjanté. Donc, ça, c'est une expérience encore là. On n'a pas de flash. On peut naviguer différentes vitesses. On peut aller sur différents éléments. Par exemple, je pourrais aller voir ici tour où The Killers vont arrêter pour aller faire un tour. Donc, on clique. Il y a un petit délai de chargement parce qu'il y a beaucoup de graphiques qui sont chargés. Et là, on voit une map de où eux autres où ils vont arrêter pour faire un tour. On voit qu'ils vont pas mal plus en Amérique qu'ailleurs. Et je peux cliquer sur un élément pour dire, OK, ils vont aller à Ottawa le 9 octobre. Donc, c'est un site qui a été fait avec HTML5. C'est quand même une expérience qui est, je dirais, plus intéressante pour l'utilisateur que de dire simplement aller sur un site qui est statique. Donc, on peut voyager un peu dans l'imaginaire, je dirais, de The Killers. Un autre exemple qui est vraiment intéressant, si l'Internet fonctionne bien, c'est un peu une bande dessinée qui a été faite. C'est un peu pour présenter, dans le fond, les fonctionnalités d'Internet Explorer 5, Internet Explorer 9 mélangé avec HTML5. Puis je vous dirais que le résultat est très intéressant. Ça va super bien. Bon. Donc, ce qui arrive ici, c'est qu'on a des éléments, c'est dans un canevas, et quand je me déplace, il y a de l'animation dans la bande dessinée. Donc, c'est sûr que bon, les dessins ont beaucoup à voir là-dedans. Les dessins sont quand même d'une très bonne qualité, mais ça amène l'expérience, encore là, bande dessinée sur le web, qui est souvent de dire, je fais une image, après ça, je clique next, ça reload, j'arrive sur la prochaine image. Ça amène une expérience qui est, je dirais, plus intéressante que la bande dessinée standard. Donc, ça, c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire avec HTML5. Donc, comme vous voyez, c'est encore là une notion de je déplace ma souris et mon contenu s'affiche. Donc, ça amène le web à un autre niveau, je vous dirais. Donc, c'est juste quelques petits exemples de ce qu'on peut faire avec HTML5. Dans HTML5, on a un élément qui s'appelle le Canva. Donc, le Canva, c'est probablement un des éléments qui va être le plus utilisé avec vidéo, audio, mais c'est un qui est utilisé énormément. À quoi ça sert un Canva? C'est que ça nous permet de faire des dessins 2D à l'aide de JavaScript. Présentement, il commence déjà à avoir des librairies qui nous donnent encore un coup de main plus avancé pour nous aider à faire ces dessins-là. Par exemple, il y a SLJS qui nous permet de créer plus facilement. C'est déjà des librairies JavaScript qui nous permettent de faire de l'animation plus facilement. Grosso modo, qu'est-ce que ça contient? Ça contient, on peut faire des pattes, des chemins, des boîtes, on peut faire du texte, puis on peut rendre une image. La petite image en bas qui s'appelle Pirate Love Daisy, je vais vous montrer un peu après c'est quoi.
Grosso modo, qu'est-ce que ça demande comme code? C'est pas grand-chose. On a notre Canva, donc qui est un élément qui nous fait penser probablement à ceux qui ont fait beaucoup d'HTML4 ou div. Donc, c'est un peu, on se fait un élément qui s'appelle Canva. Et à l'aide du JavaScript, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est qu'on va chercher le Canva avec getElementById. On va chercher le contexte 2D, puis après ça, ben, ce que ça fait ici, tout simplement, c'est un rectangle qui va être rouge. Donc, c'est pas grand-chose, c'est un exemple simple, mais ça ne demande pas beaucoup de lignes de code pour avoir un résultat qui va être intéressant, où avant, on aurait dû faire un peu plus de simagrée, on aurait peut-être dû travailler plus fort pour obtenir cet événement-là. Mais ça, c'est vraiment un exemple très de base, c'était pour vous montrer le code. Ce que je vais vous montrer ici, c'est Pirate Love Daisy. Mon anglais est de plus en plus et de mieux en mieux. Donc, Pirate Love Daisy, c'est un petit jeu comme on les voit souvent, les petits jeux à la flash. Vous allez me dire, ces petits jeux-là, c'est pas super intéressant, c'est surtout pour les enfants, mais effectivement, c'est des jeux qui sont très populaires parce que, justement, les enfants adorent ça. C'est des jeux où c'est très immersif. Le monde vont rentrer dedans, ils vont jouer souvent des heures et des heures pour quelque chose qui ne leur coûte rien, ou des fois, c'est des petits abonnements aussi qui ne leur coûtent pas très cher. Pirate Love Daisy, c'est un petit jeu qui est complètement fait en HTML5, bien sûr. Et c'est un programmeur Flash qui a fait ça. Je ne sais pas, c'est Skinner, qui faisait beaucoup de Flash, qui a décidé de faire une application en HTML5. Puis le jeu n'est pas très compliqué, je ne vais pas non plus commencer à jouer, mais on choisit des pirates, on les place à un endroit stratégique, et le but, c'est de protéger nos fleurs. Donc, c'est un petit jeu qui est le fun. On joue un peu, comme je dirais, c'est peut-être un peu plus pour les enfants, mais c'est pour vous montrer un peu le potentiel d'HTML5. Ce qui est intéressant, si on regarde ici, on a des effets. Donc, on a des herbes ici. Là, c'est pas du SVG. Comme j'ai grossi, vous allez voir, c'est un peu saccadé. Mais on a des herbes qui bougent. On a un peu de brouillard qui se promène dans le jeu. Ça, c'est des effets qui sont encore là, seulement HTML5. Et ce qui est intéressant, ce qu'a fait la personne qui a programmé ce jeu-là, c'est qu'elle s'est dit, moi, j'ai testé mon HTML5 dans différents navigateurs, puis je me suis dit, avec la vitesse d'exécution dans Internet Explorer 9, je vais rajouter une classe qui me permet de rajouter les effets, ces effets-là, dans ce navigateur-là, qui par défaut est coché. Si je le décoche, je perds mes effets. Donc encore là, c'est du HTML5 qui a été rajouté. Puis ce que je vais vous montrer, dans le fond, c'est surtout un exemple. C'est quelque chose qui est fait avec un Canva. Encore là, pas de flash. Donc, j'ai pas de flash en arrière de ça, j'ai pas de Silverlight. C'est seulement HTML5. C'est probablement quand même pas mal de travail, mais c'est facilité par cette technologie-là. Encore là, on est dans Internet Explorer 9, puis c'est quelque chose qui roule bien. La question, c'est est-ce que HTML5 va venir concurrencer le Flash? C'est une question qui est très propice à l'interprétation selon ce que le monde pense. Je pense que ça va être une technologie qui va nous permettre de faire tout ce qu'on pouvait faire avec le Flash, mais avec une autre technologie. Avant, on voulait faire des animations un peu dans ce genre-là. On utilisait Flash, on utilisait Silverlight. Donc, il fallait apprendre des nouvelles technologies. Un développeur web qui faisait du HTML ou qui faisait du PHP ou peu importe le langage n'était peut-être pas toujours très enclin à apprendre une technologie comme Flash ou Silverlight, qui sont des bonnes technologies, mais à un moment donné, il y a tellement de technologies qu'on ne peut pas non plus tout le temps aller chercher toutes ces technologies-là. Donc là, on reste, pour un programmeur web, on reste dans le connu avec ces technologies-là. Est-ce que ça va le remplacer? Ça revient un peu à la question que j'avais au début, est-ce que HTML5, c'est une révolution? Certains disent que oui, certains disent que non. Je pense que ces technologies-là vont pouvoir cohabiter. Je pense aussi que peut-être, puis ça n'engage que moi, HTML5 va peut-être aller chercher un peu de part de marché. Comme vous voyez, le petit jeu que je vous ai présenté, c'est un gars qui faisait simplement et tout le temps, si je ne me trompe pas, des jeux et des applications en Flash. Donc, lui a décidé de se lancer dans HTML5 pour voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Je présume qu'il ne sera pas tout seul à faire ça. Et s'il a aimé son expérience, peut-être qu'il va décider de continuer dans cette voie-là. Donc, il y en a qui le voient comme ça. Je ne veux pas répondre oui, non, parce que ça va vraiment dépendre aussi de l'avenir, de vers où HTML5 s'en va. Présentement, comme je disais, c'est un gros buzzword. Est-ce que ça va continuer dans cette direction-là? Ça va dépendre aussi du release final de HTML5, ou aussi est-ce qu'ils vont enlever certains éléments qui étaient très intéressants pour plusieurs personnes. Est-ce que ça va continuer ou non? Donc, ça reste vraiment à voir. Oui?
La question, c'est est-ce que Microsoft envisage de laisser Silverlight de côté et de focusser à 200% sur HTML5? Je savais que j'allais avoir cette question-là ce soir, c'est sûr. Il y a deux choses. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une conférence à un moment donné où quelqu'un chez Microsoft a plus ou moins laissé entendre que Silverlight était mis de côté, mais ça a été une mauvaise interprétation, donc on ne met pas de côté Silverlight. Silverlight est encore utilisé pour Windows Phone 7, va être encore disponible sur le web. Donc je pense que on continue à miser sur Silverlight, qui est une très bonne technologie, mais on mise aussi sur HTML5, qui est une très bonne technologie aussi. Encore là, il y a plein de technologies qui coexistent. Ça va dépendre de soit tes goûts personnels, ça va dépendre des besoins de ton client, ça va dépendre des technologies déjà utilisées sur place ou de tes connaissances. Par exemple, quand ASP.NET C# est sorti, ça n'a pas mis Java en extinction. Ça a probablement été chercher des parts de marché, mais les deux technologies ont cohabité ensemble. Donc, je pense que c'est un peu la même chose, mais c'était une réponse longue pour une question courte. Par rapport à Silverlight, peut-être quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est qu'il y a bien des endroits qui sont pris avec IE6, puis qui vont, à cause que des applications qui datent d'un certain temps, qui ont été faites juste avec IE6, puis qui ne peuvent pas upgrader à IE9 ou à Puis, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est s'ils veulent utiliser les technologies plus avancées, Silverlight devient une technologie bien intéressante. Tu n'as pas besoin d'enlever IE6. C'est un bon point, parce que ce qu'il faut penser, un peu pour ajouter à ce que Benoît a dit, c'est que chez nous autres, sur notre ordinateur, ou quand on est à notre compte seul, bref, c'est facile de dire, OK, moi, j'avais la version Internet Explorer 8, ou j'avais Firefox 2, ou peu importe la version de browser que j'ai, il y a une nouvelle version qui sort, wow, j'ai le goût de l'essayer, j'ai le goût de voir qu'est-ce que ça donne. Bien, ça n'engage que moi. Quand je suis dans une entreprise, généralement à grand niveau, qui a une grosse structure ou qui est souvent quelque chose de gouvernemental, de passer d'une technologie à une autre, c'est pas juste de dire, OK, il y a une nouvelle version, on va l'essayer. Il faut s'assurer que ça fonctionne bien avec toutes les applications à l'interne. Il faut s'assurer que nos utilisateurs vont être formés en conséquence. Il faut s'assurer que tout fonctionne bien. Des fois, il faut déployer sur 100 000, 2000 postes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande du temps. Et effectivement, comme Benoît a dit, Silverlight peut être une bonne technologie pour ceux qui ne pourraient pas upgrader à la dernière version d'Internet Explorer, parce qu'ici, on ne parle pas de... on ne rajoutera pas HTML5, on ne fera pas des service packs ou des upgrades d'anciennes versions d'Internet Explorer pour les rendre compatibles à HTML5. Donc, pour Internet Explorer, comme pour les autres navigateurs aussi, il faut vraiment être avec la dernière version pour que ça fonctionne bien avec Internet Explorer. Est-ce que ça répond à... Un autre élément d'HTML5 qui est intéressant, c'est SVG, donc les Scalable Vector Graphics. Merci. Qui nous servent, dans le fond, un peu encore là à créer et dessiner du 2D, mais c'est à l'aide de vecteurs graphiques. Donc, c'est un format qui en arrière cache du XML pour créer une forme. Ce que ça nous permet, ça nous permet de créer des formes vectorielles. Donc, quand on prend des images sur le web, on parle de PNG, JPEG, GIF, ces images-là, vous avez dû remarquer, quand on essaie de les agrandir, puis même certains de ratisser, on perd énormément en qualité. La qualité n'est plus, c'est plus du tout intéressante parce qu'on a changé la grandeur, on a changé le size d'image. Avec un vecteur, avec quelque chose qui est vectoriel, un format qui est vectoriel, ça nous permet d'agrandir et ratisser, je dirais, jusqu'à ce qu'on veut, sans perdre de qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rajouté dans HTML5 et c'est quelque chose qu'on supporte dans le navigateur. Comment le faire? 4 petites lignes de code ici, ce qu'ils font, c'est quelque chose de très simple. Ça dessine un carré bleu sur un carré rouge, plus ou moins un par-dessus l'autre. Donc, c'est quelque chose de pas très compliqué. Je dirais même 3 lignes de code à la limite parce que je pourrais fermer mon SVG en haut. Donc, c'est pas compliqué. Ça m'a permis d'avoir 2 carrés. Encore là, c'est juste un exemple simple pour montrer un peu le code en arrière. Puis ces carrés-là, après ça, moi, je peux zoomer dans mon navigateur et j'aurai aucune perte de qualité, contrairement à une image ou même contrairement à quelque chose que j'aurais mis dans mon Canva qui va perdre en qualité. À quoi ça peut ressembler un exemple de SVG? Si on regarde, on va voir s'il y en a qui parlent en mal de la présentation. On va regarder avec W3 Québec qu'est-ce qui peut sortir comme mot-clé. Comment?
Je suis chanceux, ça va être Twitter qui va être... Bon. Oh! Donc, quand on tape W3 Québec, il y a des mots qui sortent souvent comme beer et des choses comme ça. Donc, si on regarde cette page-là, bon, c'est peut-être pas quelque chose de visuellement très attirant, mais c'est fait avec du SVG. Donc, si on zoome ici, oups, zoom out, zooming, on ne perd pas en qualité. Là, vous allez me dire, OK, tu as pris une option dans le navigateur, c'est pour ça que ça sort bien. Je peux le faire avec le zoom du navigateur, puis dire, je m'en vais à 200 %. J'ai encore ma qualité qui est là. Donc ça peut être très intéressant. Par exemple, on prenait la bande dessinée tantôt, si on veut que la bande dessinée rentre dans un écran, mais si on a des petits caractères, des détails qu'on veut que l'utilisateur puisse voir, on l'agrandit. Le SVG nous permet de ne pas perdre en qualité. C'est quelque chose qui est quand même bien implémenté dans le navigateur. Un élément super intéressant, que probablement tous ceux qui ont joué avec HTML se sont amusés avec cet élément-là, c'est l'élément vidéo. Donc, présentement, nous autres, ce qui est supporté, c'est MPEG-4 et le fameux H264 qui est supporté dans Internet Explorer. Donc, ce que ça nous permet, c'est simplement de mettre une vidéo dans une page web sans être obligé d'utiliser un lecteur flash, sans être obligé d'utiliser un autre lecteur. Donc, ça rend l'inclusion de multimédia, de vidéos, beaucoup plus facile. Il y a une accélération matérielle aussi qui est faite, donc une décompression qui est faite par le GPU, dans le fond, qui est le Graphical Processor Unit, donc qui est votre carte graphique, qui nous permet d'avoir une accélération beaucoup plus intéressante et une vitesse beaucoup plus intéressante. Au niveau du vidéo, le code n'est pas très compliqué. Donc, je vais simplement avoir un tag vidéo, mettre ma source. Je peux mettre un ID si je veux faire éventuellement d'autres choses avec. Mais ce qui est intéressant avec ces tags-là, c'est que ça me rappelle un peu dans le temps où le JavaScript n'était pas utilisé dans tous les navigateurs. Et là, on devait avoir un genre de fallback pour dire si ton navigateur n'utilise pas JavaScript, bien, je vais t'afficher un message. Donc, on a la même possibilité. Si ton navigateur n'utilise pas HTML5, j'ai encore la possibilité, entre mes tags, de soit mettre la source d'une autre vidéo ou tout simplement afficher, dans ce cas-là, un vidéo qui serait avec un lecteur Flash, qui serait avec un lecteur Silverlight, ou peu importe la manière qu'on voudrait afficher une autre vidéo. Ce qui nous permet de profiter du HTML5, mais de garder une certaine compatibilité pour nos utilisateurs qui n'auraient pas les derniers navigateurs. Encore là, ce n'est pas un code qui est très compliqué à faire, ça donne quand même des bons résultats. Vous allez dire, il est fatiguant, il va tout le temps dans les vidéos, mais le but, c'est de vous montrer dans le fond, la puissance de HTML5 combinée avec un navigateur. Donc ici, ce qu'on a, c'est une vidéo qui joue présentement, qui nous explique, qui nous montre un peu le déroulement quand on veut écrire ce qu'on appelle le show do. Donc, on frotte un peu l'encre, on prend notre plume, puis on s'en va pour écrire. Et ici, on va avoir une transition entre une vidéo puis un Canva. Donc, mon vidéo est terminée. C'était un peu mon tutoriel pour savoir comment ça allait procéder. J'aurais pu choisir ma plume. Je peux choisir, dans le fond, l'encre que je veux choisir, mais je peux écrire après ça ici. Ça ici, bon, j'écris pas très bien, mais c'est l'utilisation du Canva. Donc, on a eu une transition. On a eu une transition entre le vidéo et le Canva, et ça a été quelque chose de transparent. Encore là, on n'a pas été obligé d'afficher une vidéo, par exemple, avec le flash, d'attendre que la vidéo finisse, de cliquer à quelque part. OK, maintenant, je veux commencer à écrire, je veux commencer à écrire W3QC en show do. Là, je dis peut-être n'importe quoi, là, parce que je ne connais pas du tout la langue, je ne connais pas du tout ce type d'écriture-là. Mais je trouvais que c'était un bel exemple, c'est quelque chose d'intéressant. Puis ça peut servir à apprendre à écrire, par exemple, pour vos jeunes. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est une belle transition entre vidéo et Canva, qui sont deux éléments, je dirais, assez importants pour ce qui est d'HTML5. Audio. Là, vous vous demandez c'est quoi le rapport du petit cœur dans le bas de l'audio. Vous allez voir, c'est un peu relié à ma démonstration. C'est un peu le même principe que vidéo. C'est de dire, OK, on n'est plus obligé d'avoir un lecteur dans une technologie X pour faire jouer du son. C'est scriptable. On a ces attributs-là qui sont donc la source. On met la source de notre fichier. On a Autoplay qui nous permet de partir la lecture automatiquement. S'il vous plaît, je ne suis pas un fervent de l'autoplay. Utilisez avec parcimonie. C'est-à-dire que si vous avez vraiment besoin de partir la musique automatiquement, utilisez-le. Mais souvent, il y a des sites web qu'on rouvre et la musique part.
Puis si vous êtes comme moi et vous utilisez plusieurs tables, puis vous fermez votre navigateur, puis là, quand vous rebootez, tous les sons que vous avez mis à off, ils repartent tous, puis là, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est vraiment... je considère que c'est une plaie. Donc, c'est à utiliser. C'est disponible. On l'a mis disponible parce que pour certains besoins, pour certaines applications, pour certains sites web. Et c'est pas juste de dire aussi, on met du son dans la page web, puis ça finit là, on peut avoir quand même des contrôles. Donc, on a un élément, un attribut qui s'appelle contrôle qui nous permet d'afficher les contrôles pour jouer avec le son. Donc, partir le son, l'arrêter, puis bref, les contrôles de base. Et preload, qui est quelque chose que je considère très intéressant, qui encore là, il faut être utilisé... faut y aller avec le gros bon sens. C'est-à-dire que quand je charge ma page, je peux loader automatiquement mon son. Ce que ça fait, ça ne va pas le partir automatiquement, mais il va déjà être chargé localement. Ce qui fait que quand je vais vouloir faire jouer mon son, ça va déjà être là. Encore là, comme je disais, il faut l'utiliser à bon escient parce que si toutes les pages finissent par loader les sons automatiquement et que ce n'est pas un son que je vais aller cliquer dessus, ça va toujours charger puis je vais juste tuer ma bande passante. Est-ce que c'est possible pour les vidéos? À ma connaissance, je ne pense pas que ça soit disponible. Benoît, tu peux peut-être me reprendre si je dis n'importe quoi. Au niveau des vidéos, est-ce qu'il y a un preload au niveau des vidéos? Il y a un preload, effectivement. C'est les mêmes... L'API audio et les vidéos, ça ressemble beaucoup, là. Mais il y a mais preload, je ne sais pas s'il est supporté sur tous les navigateurs. Je pense que le preload est encore un peu entre les deux. Je dirais peut-être même au niveau de l'audio, on ne sait pas nécessairement si ça va rester comme élément ou comme attribut ou non. Mais il faut dire aussi preload, comme autoplay aussi, c'est une suggestion. Ouais. Par exemple, si tu es sur un téléphone mobile, preload va être ignoré tout le temps. Donc, ça dépend des... les contrôles, c'est justement là, comme preload, c'est une suggestion qui donne au browser. Mais à la fin, c'est le browser qui va décider ou l'utilisateur final, dépendamment de ses configurations. Puis, dépendamment aussi le fait qu'un téléphone mobile va dire non parce que pour sauvegarder le bandwidth. Effectivement. Encore là, c'est les mêmes lignes de code, comme Benoît disait, c'est à peu près les mêmes attributs pour les deux éléments, donc c'est à peu près le même style de code. Je mets la source pour mon fichier audio. Ici, c'est un exemple avec autoplay puis contrôle, parce que je voulais utiliser autoplay. Mais encore là, c'est très facile. On n'a plus besoin. Moi, je ne sais pas si vous avez eu certains problèmes de dire, OK, là, il faut que je trouve un player, probablement, qui a de l'allure, que je vais décider de mettre dans mon site web. Puis là, c'est pas tout le monde qui a Flash. Puis là, ça cause problème quand tu arrives sur des téléphones mobiles. Ou tandis qu'avec ça, je présume que là, le HTML5 est quand même assez récent. Les téléphones mobiles devraient embarquer dans cette technologie-là. Donc, ça ne sera pas un plugin, ça va être inclus dans le navigateur. Donc, ça va nous permettre d'avoir une expérience plus intéressante sur différentes plateformes. Ma démonstration, donc, pour revenir à mon petit cœur, c'est une compagnie qui a décidé de tester HTML5. Puis les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de tester les Canva. Sauf que je trouvais l'exemple intéressant, même si l'exemple est un peu plus au niveau du cadenas, il y a quand même le son en arrière de ça. Si on regarde ici, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont dit « Click here to launch the experiment », puis il faut un navigateur sophistiqué pour que ça fonctionne. Donc, on va le tester dans Internet Explorer 9. Donc ça, présentement, encore, là, il n'y a pas de flash. Je peux aller jouer avec les éléments, mais les éléments, les canevas vont se dessiner plus ou moins en conséquence avec la musique. Donc, je ne sais pas si vous entendez un peu la musique. C'est une expérience qui, bon, là, vous allez me dire, ça ne sert à rien. Ça aurait pu être pour présenter un produit, ça aurait pu être une introduction pour un site web. C'est quelque chose c'est une expérience que, généralement, on aurait dû faire avec d'autres technologies qui aurait été très difficile, à la limite, pas possible avec du HTML, avec HTML4 en descendant. Donc, HTML5 nous permet de faire des choses qui sont, je dirais, un peu plus flyées, de nous permettre de faire des expériences plus intéressantes pour l'utilisateur. La géolocalisation. Quelle chose magnifique aujourd'hui avec tous les Foursquare, les Facebook de ce monde, les Goala. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en plein essor. Souvent utilisé un peu comme un buzzword, de dire « Ah, nous autres, on veut des trucs géolocalisés ». Mais je pense quand même, puis ça c'est à mon humble avis, que c'est quelque chose qui ne fait que commencer. On ne fait que commencer à avoir des choses géolocalisées. L'inclure directement dans le navigateur, ça nous permet de faciliter la tâche de l'utilisateur. Donc, ça permet au site de découvrir l'emplacement géographique, vous l'avez deviné. Mais dans le navigateur, c'est plus, hey, là, vous me dites, non, la vie privée, ça va causer un problème, on va savoir tout le temps où je suis. Il
il y a besoin d'avoir une demande par rapport à l'utilisateur. Est-ce qu'on accepte ou non de prendre mes données de géolocalisation? Est-ce que c'est compliqué? Absolument pas. Quelques lignes de JavaScript. Donc, je vais regarder est-ce que, dans le fond, ma fonction HTML5 est disponible sur mon navigateur. Je vais chercher ma position, j'obtiens ma longitude, ma latitude. Après ça, je fais ce que j'ai à faire avec ma longitude, latitude. On retombe dans la programmation, je dirais peut-être plus standard de ce qu'on aurait fait, où l'utilisateur aurait rentré ces informations manuellement. Mais là, on peut l'avoir de manière automatique. Qu'est-ce que ça a de l'air? Donc, je suis sur un site d'exemple par rapport avec Bing. Et non, pas Google Maps. Si je fais Locate Me, vous allez voir dans le bas ici, ça me dit que Microsoft, le site web, want to track your physical location. Donc, je peux dire Hello Once. Je pourrais dire aussi bloquer tout le temps ou permettre tout le temps. Je vais dire permets-le cette fois-là. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'avec, dans le fond, avec la connexion Internet qu'on a ici, il va essayer de me localiser. Est-ce qu'on est à la bonne place? Donc, ça dépend, comme je dis, ça dépend de la connexion Internet. Chez nous, moi, je n'ai pas pris de screenshot parce que ça me donnait vraiment au coin de la rue où j'habitais, chose que je vous aime bien, mais je ne partage pas non plus avec tout le monde. Donc, la détection est aussi bonne que ce qu'on peut découvrir avec l'adresse IP de la personne. Présentement, si vous avez un GPS connecté à l'ordinateur, si vous avez un ordinateur incluant un GPS, ce n'est pas encore fonctionnel avec le GPS, donc ça sert vraiment de la technologie de la connexion Internet. C'est pour ça que le résultat peut être intéressant dans certains cas, comme peut être moins intéressant dans d'autres cas comme présentement. Mais c'est parfait pour du monde comme moi qui sont un peu paresseux puis qui veulent chercher le trajet pour aller à un endroit puis qui ne veulent pas nécessairement taper leur adresse de maison puis après ça, l'adresse de où on s'en va. On utilise Use Location et on trouve l'endroit où on est. Un autre élément qui est très intéressant, il n'y avait pas de designer tantôt. Hein? Non? Ben ça, c'est vraiment je dirais, une plaie pour certains designers. Pas ce qui est là présentement, mais ce qu'on avait comme problème, c'est le Web Open Font Format, qui est communément appelé le WOF, donc l'acronyme. Ça nous permet, par le biais de, on utilise A Font Face, on crée un lien entre un fichier WOF et on lui donne un nom de police. Par rapport à ça, par la suite, si on regarde l'exemple ici, c'est pas très compliqué. Ce que j'ai fait, j'ai mon fichier que j'ai downloadé sur un site qui me permet d'avoir des fonts WOF ou que j'ai créé par moi-même en utilisant une police. J'ai mon font family, je dis OK, ça va s'appeler mon font et utilise le fichier font.wof. Après ça, quand j'utilise normalement comme si j'aurais utilisé Arial, comme si j'aurais utilisé Times New Roman. Et ce que ça va me donner, c'est qu'on n'est pas pris avec des fonts qui sont ce qu'on appelle web safe. Tu sais, avant, si on voulait avoir des fonts, il fallait toujours aller piger dans le Arial, dans le Times New Roman, dans l'Helvetica, dans les fonts que les navigateurs étaient capables de reconnaître. Vous allez me dire, on pouvait faire une image. J'aurais pu prendre des fonts un peu plus exotiques. J'aurais pu choisir d'autres fonts qui ne sont pas des fonts web safe, créer ça dans Photoshop, Illustrator, peu importe le logiciel que vous utilisez pour faire vos images, créer l'image et j'aurais eu quelque chose de semblable à ça. Ce qui est bien, visuellement, ça donne le même résultat que ce que je veux. Le problème, j'ai vu Samuel faire des grimaces, monsieur SEO, c'est entre autres pour ça, c'est qu'on perd le texte, ça devient une image. Et bien, en perdant le texte, on ne peut plus sélectionner notre texte. Ce qui pourrait être désagréable pour l'utilisateur. Avec un fond de ce type-là, j'arrive avec du texte normalement. Donc ici, ce n'est pas une image. Je peux faire copie. Je vais paster ici. Puis, c'est ce que j'ai copié-collé. Donc, on vient de gagner, c'est des fonds, c'est du texte réel qui est en arrière de ça, et on vient d'avoir des fonds qui sont plus intéressantes que, je dirais, les fonds de base. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les sites web. Vous regarderez les blogs, ceux qui commencent à utiliser HTML5, ça doit être sur le blog de Benoît. Il doit être plein de WOF, plein de fonts WOF sur son blog pour les headers et ces endroits-là. Non? Non, tu n'as pas c'est ça. C'est juste une question de temps, parce que ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de très intéressant et on ne perd pas tout ce qu'on a à donner à l'Internet. Donc, pour les moteurs de recherche, on se trouve à avoir du texte pareil. Pour l'expérience utilisateur, c'est là qui est intéressant. Pareil, comme je disais, je peux sélectionner le texte. Souvent, moi, ça me frustre un peu quand j'arrive à quelque part, je veux copier du texte. C'est une image. Je comprends, c'est beau, là,
Mais moi, on vient de m'enlever ma capacité de copier le texte pour, si je veux chercher de quoi dans le moteur de recherche, si je veux reprendre un petit bout d'extrait pour mettre dans un de mes billets, je perds ces éléments-là. Avec ces fontes-là, ça nous permet d'avoir le bon côté des deux. As-tu une question? La question, c'est est-ce que tu peux le définir sur des éléments HTML standards? Oui. Donc, présentement, ici, mon exemple, ça écrirait « va afficher le font » avec ma police mon font. Et si on regarde dans mon CSS en haut, ma police mon font est associée à font.woof qui serait la fonte ABC Kids ou qui serait une fonte qui est généralement pas disponible sur le web. Ce qui arrivait quand on mettait ce genre de fonte-là, c'est que si le navigateur, l'utilisateur avait cette fonte-là, c'était correct, ça sortait, mais il y avait combien de chances que tous les utilisateurs qui arrivent sur votre site aient cette fonte-là disponible? HTML5 il y a 9 dans tout ça. Les exemples ont quand même été présentés dans Internet Explorer 9, le Release Candidate, qui est la dernière version qui est sortie la semaine passée. Microsoft fait partie du board W3C. Donc, comme je disais tantôt, le W3C s'occupe de sortir un standard, mais ils ne sont pas tout seuls là-dedans. Il y a du monde alentour du board. On n'est pas tout seul avec eux autres, mais on a un siège sur ce board-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a quand même un intérêt envers HTML5. On croit en cette technologie-là et on veut donner du nôtre pour aider cette technologie-là à avancer. Comme je disais, le but à soir, c'était pas de faire... Le tour, c'est pas terminé non plus. J'ai l'air d'un gars qui parle sur sa fin, mais c'était pas de faire le tour de tous les éléments HTML5, c'était de vous montrer peut-être les principaux, les plus intéressants, vous montrer comment ça fonctionne dans Internet Explorer 9. Il y a quand même des endroits où vous pouvez aller voir tout ce qui se passe du côté d'Internet Explorer 9. Je le redis, il ne faut pas oublier, HTML5, c'est un work in progress, même si tout le monde a ce mot-là sur le bout de la ligne, que c'est un buzzword, ce n'est pas la version finale présentement. Donc, je ne me souviens pas exactement quel... il y a certains éléments qui ont été coupés d'HTML5 qui avaient été implémentés dans certains browsers. Et je vous dirais que Microsoft, on joue peut-être un peu plus safe sur ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on attend que ça soit peut-être un peu plus sûr avant d'implémenter certains éléments d'HTML5. Pourquoi? Bien, d'un, pour ne pas perdre du temps à implémenter quelque chose qui ne sera pas retenu. Ça, c'est un. Deuxièmement, on y va avec la demande qu'on a de nos utilisateurs. Quand je disais tantôt, vous avez des demandes, vous avez des inquiétudes, vous avez des choses que vous aimeriez voir, il faut en parler. Ça ne donne rien de rester dans votre coin puis chialer puis dire hey, Internet Explorer 9, je ne supporte pas ça, ça m'énerve. Si tu fais ça tout seul chez toi, si tu en parles à quelqu'un qui est capable de ramener l'information, ce qui est entre autres mon travail, on ramène l'information. Donc, on se base aussi beaucoup sur la demande de nos utilisateurs. Et on ne veut pas non plus qu'un utilisateur décide de se dire « Moi, je commence mon site en HTML5, je fais mon application web, puis je le teste dans Internet Explorer 9, puis j'utilise tel nouvel attribut d'HTML5, puis c'est le fun, c'est beau. Puis là, on arrive à la version d'après, c'est plus disponible dans HTML5 parce que l'exemple que je vous passe, c'était une question de sécurité. Là, si je ne me trompe pas, je pense que c'était un format vidéo qui avait été retiré parce que c'était une question de sécurité. C'est-à-dire que là, l'utilisateur qui a testé ça sur son navigateur arrive sur son site web après, oups, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Bien, ça a été retiré du HTML5. Donc, on avance, je dirais, peut-être un peu plus prudemment de ce côté-là. Les petits plus d'IE9, n'ayez pas peur. On ne rajoute pas des attributs à HTML5. Ce que je vous parle ici, c'est l'expérience strictement navigateur web. Donc, certaines personnes qui sont ici ont peut-être vécu certains problèmes avec IE6, où on devait coder des choses pour navigateur, on devait rajouter des petits bouts de code pour s'assurer que ça fonctionne bien sur tous les navigateurs, parce qu'il y avait des attributs qui n'étaient pas pareils de un à l'autre. Il n'est pas question de ça ici, il n'est pas question de rajouter des éléments HTML5, il n'est pas question d'inventer des éléments Microsoft à HTML5. Le but, c'est vraiment de dire, au niveau de l'expérience utilisateur ou du développeur, on a des améliorations qu'on fait de notre côté qui n'impactent pas le code, qui peut impacter l'exécution au terme de la performance et de la vitesse. On a un engin de JavaScript qui s'appelle Chakra, qui supporte le ECMAScript 5 et qui est vraiment, vraiment très performant. Je vais vous faire des exemples tantôt de trucs en HTML5 qui combinent le JavaScript et vous allez voir la performance d'Internet Explorer 9 par rapport à d'autres navigateurs. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Firefox puis qui utilisent le plugin qui s'appelle Firebug? Bon. J'étais un utilisateur de Firefox. J'utilisais Firebug. Je me disais, ça serait intéressant d'avoir quelque chose comme ça dans Internet Explorer. On l'a maintenant.
qu'on appelle le F12 Developer Tool. Je ne sais pas s'il y a un autre nom mieux que ça, mais c'est la touche F12. Quand on est dans Internet Explorer 9, ça nous sort un outil qui est, je dirais, l'équivalent en grande partie de Firebug, qui nous permet de regarder notre code plus facilement, de regarder le CSS, de regarder le JavaScript, de débugger le JavaScript aussi. On peut mettre des breakpoints, on peut débugger, je vais vous le montrer un peu. Avec le navigateur, le focus est mis vraiment sur le site. Si on regarde le navigateur de base, l'header d'Internet Explorer 9 est vraiment minime. Pourquoi? Vous allez me dire c'est insignifiant. Non. Le but, c'est de laisser le plus d'espace possible dans la fenêtre pour l'utilisateur, pour votre site Internet. Qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Bien, c'est qu'on a plus de place pour soit mettre de la publicité, on a plus de place pour afficher notre site Web. Ça a l'air drôle à dire. Souris, je ne sais pas si c'est quoi j'ai dit, c'est par rapport à ça, mais l'utilisateur qui va aller sur un site Internet, si son écran est grand de même, puis que sa première impression qu'il a vue dans son écran grand de même l'intéresse plus ou moins, puis que vous, votre super contenu, il est juste en dessous, bien, cet espace-là que tu gagnes va peut-être permettre à ton utilisateur de rester sur ton site. Peut-être que ça va lui permettre d'aller voir ailleurs pareil. Mais il y a plus de chances qu'il y ait un intérêt envers ton contenu parce qu'il va en voir plus. Deux autres éléments qui sont quand même liés, qu'on a rajoutés dans Internet Explorer 9, qui fonctionnent avec Windows 7, c'est les sites pinés, les Pine Sites, qui nous permettent de prendre un site Internet et de venir l'accrocher à la taskbar. Ce que ça fait plus ou moins, c'est que ça transforme le site Web un peu en site Internet, c'est-à-dire qu'on a un accès direct, un peu l'équivalent, je dirais, des favoris, mais avec des plus. C'est-à-dire qu'on a accès à certains menus que le site Internet va nous avoir permis d'accéder. On a des nouvelles qui sont plus intéressantes et on a une certaine personnalisation du navigateur. Encore là, je vais vous le montrer. C'est que le navigateur va prendre un peu la thématique, la couleur, l'icône du favicon. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi le favicon? C'est. Bon, la question, le monde ne lèveront pas la main. C'est quand vous allez sur le site Internet, vous avez souvent une petite icône dans le coin qui est souvent reliée avec le site Internet. Donc, par exemple, si on va sur Radio-Canada, je pense que c'est le logo de Radio-Canada, des choses comme ça. Donc, qui nous permettent d'un peu identifier le site Web. Vous avez juste à mettre à la racine de votre site, c'est favicon.ico. Et la plupart des navigateurs modernes vont loader ce favicon-là. Si on va sur un site Internet, il y a une prédominance dans une couleur quelconque. Si on a un site qui est piné, donc qui est ajouté à notre taskbar de Windows, on va avoir une certaine personnalisation du navigateur par rapport à ça. Oui, est-ce que Internet Explorer 9, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut Windows 7 ou ça fonctionne sur des versions précédentes de Windows? La réponse, c'est que ça fonctionne seulement sur Windows 7. Donc, on a décidé de prendre la pleine capacité du système d'exploitation. Encore là, on vient un peu à ce que Benoît disait. Il y en a qui sont sur XP qui n'auront pas nécessairement la chance d'aller directement tout de suite sur Internet Explorer 9. Encore là, c'est pour augmenter l'expérience d'utilisateur et de profiter à 200% du système d'exploitation le plus récent, donc avec le navigateur le plus récent. Je pourrais pas te dire, je peux pas te confirmer à 100% est-ce que ça va changer. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que présentement, ce n'était pas dans les plans. Est-ce qu'éventuellement, ça va l'être? Aussitôt qu'il y a des nouveaux features qui sont faits au niveau du CSS3 ou du HTML5 pour les mettre de l'avant puis les faire avancer. Je ne sais pas si, contrairement par le passé, vous prévoyez faire la même chose avec Internet Explorer 9, à savoir s'il va y avoir des mises à jour ou une évolution plus rapide pour adopter plus facilement les standards afin d'avoir une meilleure expérience web. Je te dirais que présentement, je pense que la vitesse de sortir les nouveaux releases vont être à peu près celle qui est présentement. Comme je vous expliquais tantôt, on y va un peu plus dans une notion de prudence par rapport à ces standards-là. Donc, on attend que les choses soient un peu plus confirmées. Parce que, comme on disait aussi tantôt, c'est que dans le fond, HTML5, c'est pas la version finale. J'ose croire que si la version finale serait faite aujourd'hui, l'équipe d'Internet Explorer 9 serait à 200% pour sortir toutes les features qui sont disponibles, tous les nouveaux attributs qui sont disponibles pour les rendre disponibles dans Internet Explorer 9. Par contre, il y a quand même un développement qui est rapide, peut-être pas aussi rapide que les autres navigateurs. Encore là, c'est aussi pour éviter le fait que j'arrive sur un navigateur, j'ai 8 nouvelles versions qui s'en viennent, je les essaye toutes, j'essaie les nouvelles technologies. Oups, à la 9e version, il y a un attribut qui a été retiré du standard. Je me retrouve que je perds mon attribut, je perds les choses que j'avais faites avec ce standard-là. Fait que c'est aussi pour ça.
Et ce qui arrive aussi, c'est qu'avec Internet Explorer 9, c'est quand même un navigateur qui est très utilisé au niveau des entreprises. Comme on parlait tantôt, tout ce qui est grande entreprise, tout ce qui est entreprise avec une infrastructure moins importante, ne peuvent pas nécessairement mettre à jour à toutes les bêtas, toutes les alphas qui sortent. Donc, généralement, ces entreprises-là vont aussi attendre des versions finales. Donc, je ne serais pas surpris que plusieurs entreprises ne passent pas au release candidate tout de suite, vont attendre une version complètement finale du navigateur pour dire, OK, là, on investit du temps et de l'argent pour tester nos applications, tester notre infrastructure, faire des formations pour les utilisateurs aux besoins, s'il y a des changements importants à ce point-là. Donc, est-ce que ça répond à ta question? J'ai tendance à parler beaucoup. Ceux qui ont toujours rêvé d'avoir un aquarium, mais qui ne peuvent pas en avoir chez eux, c'est un petit exemple de ce qui se passe avec l'HTML5 puis JavaScript, mais avec la puissance qu'on a en arrière du navigateur. Fait qu'ici, on a 20 poissons. On va y aller fort, on va y aller à 500 poissons. Donc, les poissons ont tous démarré au même endroit, et on voit qu'il y a quand même une très bonne fluidité pour les 500 poissons. Je suis un petit peu fou. On va y aller à 1000 poissons. Donc, à 1000 poissons, ça, c'est 1000 objets qui se déplacent à toutes les X millisecondes. Je vais chercher 60 frames par seconde et j'ai une fluidité quand même extraordinaire par rapport à ça. Là, c'est le moment où on pourrait tester avec d'autres navigateurs. On va tester les petits poissons avec Chrome. On a 20 poissons ici. Je tape quand même de 60 par seconde. On va passer à 100. Donc, on voit, j'ai 100 poissons ici. La fluidité est correcte. On tombe à 250. Et là, ici, c'est pas de dire Chrome ne fait pas bien la chose, ça. C'est simplement de vous montrer notre engin JavaScript où on a vraiment axé sur la performance. En consultant nos utilisateurs, nos développeurs, ce qu'on a vu, c'est qu'on a dit on a besoin de performance, on a besoin de rouler les choses correctement, on a besoin que ça se passe vite, parce qu'aujourd'hui, sur le web, tout est vite, tout est rapide. L'utilisateur a tellement d'informations qu'on veut lui servir les trucs rapidement. Si ça ne marche pas, il va aller sur un autre site. Donc, j'ai coupé Internet Explorer juste pour vous montrer que ça ne change pas grand-chose. Donc, à 1000 poissons, on oublie ça, je mets dessus mon ordinateur. Donc, juste un exemple, juste pour présenter, dans le fond, la vitesse de JavaScript. On a le speed reading ici qui est un peu au style à l'aéroport, là, où on a les choses, les plaques qui tournent à l'aéroport. Donc, est-ce que mon browser peut lire rapidement? Je suis désolé, les exemples sont en anglais. Je pars la lecture. Ce que ça fait, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a une lettre qui s'affiche, il y a plusieurs canevas qui sont redessinés. Et on va voir ici qu'en moyenne, ça me prend 6 millisecondes pour 6 millièmes de seconde pour, dans le fond, redessiner mon canevas. Ça a même été plus rapide que la dernière fois que je l'ai essayé. Si on essaye, par exemple, on parlait de Safari tantôt. Puis encore là, c'est juste à titre de comparaison. Pour que vous me disiez, bon, c'est bien, tu testes juste dans Internet Explorer, puis on ne peut pas voir ce que ça donne ailleurs. Si on essaie le speed reading dans Safari, ici, Safari, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal regardé, je n'ai pas trouvé de dernière version bêta, alpha qui était en test, j'ai trouvé seulement le dernier release. Je ne le ferai pas jouer parce que je ne me rendrai pas. Ça va être long avant que je me rende au début pour le faire jouer. Par contre, Chrome, tantôt, je ne vous ai pas montré. C'est la dernière version qui était disponible. J'ai vérifié hier pour être sûr que j'avais la dernière version. Donc, c'est la version. C'est la dernière version, donc 10.0.648, la version bêta. Donc, je voulais être sûr d'avoir ce qui était la dernière version d'implantation d'HTML5 dans Chrome. On va voir Safari, puis c'est peut-être rendu au début. On va arrêter ça. Est-ce qu'il y en a qui sont épileptiques dans ça? Un petit peu? OK, ferme tes yeux. Est-ce que mon browser est psychédélique? Donc, je trouvais intéressant. C'est un autre exemple. Ferme ses yeux. Donc, ça tourne tranquillement au début, puis pendant à peu près une vingtaine de secondes. À un moment donné, on perd les couleurs. Ça tourne trop rapidement. Puis on a une belle petite musique aussi qui nous aide à ce que ça soit psychédélique. Donc ici, dans le fond, on est arrivé avec
8672 tours par minute. Referme tes yeux. On va essayer dans Firefox. Quoique non, tu peux garder tes yeux ouverts. C'est juste des couleurs qui vont être dérangeantes. Moi qui ai une nouvelle. En tout cas, je ne suis même pas capable de le rouler. On va l'essayer dans Opera. Parce que, là, je vais donner un point d'interrogation. Pourquoi Opera? Opera est un navigateur qui est encore supporté énormément, qui est très utilisé. Je vous dirais, c'est le numéro 1 en Russie, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le navigateur numéro 1 en Russie. Mais on n'arrive pas... Oui, ça s'en vient. Donc, on voit quand même qu'au niveau vitesse, juste à l'ouverture, juste à l'affichage des canevas en couleur, c'est un petit peu de misère. Donc, je sais que j'ai l'air d'un gars qui essaie de parler contre les autres navigateurs. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est de montrer la vitesse d'exécution en arrière du HTML5, comment on l'a implémenté, comment on a implémenté le JavaScript. On parlait de PineSite tantôt, avec mon magnifique anglais. Par exemple, tout.tv. Tout le monde connaît tout.tv. Donc, beaucoup de contenu télévisuel qui est disponible sur le web. Je peux le faire avec n'importe quel site. Donc, je peux piner n'importe quel site sur ma taskbar, mais pour profiter pleinement de l'expérience, il faut que le site web ait implémenté quelques lignes qui nous permettent d'avoir ceci. C'est-à-dire que là, j'ai tout.tv, il est ouvert dans mon navigateur. Si je regarde, c'est mon navigateur standard avec mes boutons bleus, puis il n'y a rien de vraiment différent. Je fais CTRL F1, donc si on a besoin d'aide. Je drag and drop. Hey. Bon. Je n'avais pas cliqué sur la bonne chose. Ça l'a fermé, ça l'a rouvert. Et là, ce qu'on remarque ici, c'est ce que je vous parlais avec le favicon. Vous allez me dire, waouh, ça a changé les boutons en rouge. Bien, c'est quelque chose qui rajoute à l'expérience d'utilisateur. Là, je sais vraiment, je suis dans le site tout.tv. Et ce que ça m'apporte, le PineSite, c'est deux choses. C'est que de un, j'ai mon site Internet ici. Ça, c'est une chose. Si je fais un clic droit dessus, je fais un clic droit dessus, j'ai des éléments qui ont été mis là par tout.tv. Donc, je peux aller directement à l'animation, je peux aller directement à WebTV, je peux aller directement à ces liens-là. Et ça me permet d'avoir de l'information supplémentaire. Là, vous allez me dire, je peux ouvrir le navigateur, je peux aller sur le site, je vais avoir plus ou moins le même résultat. Pas totalement d'accord. Vous allez avoir à peu près le même résultat. Sauf qu'en ayant le site directement dans la taskbar, moi, en tant qu'utilisateur, ça fait une journée que je n'ai pas été sur tout.tv, j'ouvre mon ordinateur. Ah, c'est vrai, tout.tv, je pourrais aller voir qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans ma télésérie. Donc, je pense que c'est vraiment un avantage sur cet aspect-là. Ce qu'on a remarqué avec les sites qui utilisent cette technologie-là, c'est que ça amène vraiment un avantage, ça amène plus de visites. Donc, ça attire le monde à aller plus sur votre site Internet. Même si ça n'en fait pas une application réellement, ça donne un effet d'application du fait qu'on est rendu avec le site directement dans le système d'exploitation. On peut directement l'ouvrir à partir de là. Donc, je pense que c'est vraiment un avantage qui a été rajouté dans IE9. J'ai rajouté une section, j'ai entendu dire que. J'ai entendu dire que IE n'obtient pas 100 sur 100 au acid test. Ce test-là regarde les fonctionnalités qui sont disponibles dans le navigateur pour HTML5. Pourquoi on n'a pas 100 sur 100? On pourrait prendre de l'énergie, on pourrait mettre les équipes de développement pour dire, OK, il nous reste 5 points à aller chercher. Développons en conséquence du test pour que, dans le prochain release, quand on fait les ACID 3 tests, on a 100 sur 100. On pourrait. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de dire, est-ce que ces fonctionnalités-là sont vraiment intéressantes pour l'utilisateur? Non. OK, on ne focus pas là-dessus. On va focuser sur présentement les fonctionnalités que nos utilisateurs, que nos développeurs nous demandent. Donc, ça, c'est une chose. J'ai entendu dire que, c'est dommage, Sylvain n'est pas là. Je ne sais pas si Sylvain regarde, parce que c'est lui qui m'a envoyé un lien. Donc, Sylvain Carl a entendu dire qu'il obtient un petit pointage au HTML5 test. HTML5 test,
très grossièrement plus ou moins la même affaire que l'acide 3 test. Ce n'est pas un test qui est fait par le W3. Effectivement, on obtient un plus petit pointage que certains navigateurs. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec ce test-là, ce qui est mesuré, c'est vraiment, est-ce que la fonctionnalité est implémentée? Oui, non. Tu as un point, tu n'as pas de point. Il n'y a pas de deep dive, il y a pas de, on ne creuse pas dans la fonctionnalité pour savoir est-ce qu'elle est bien implémentée, est-ce que ça fonctionne bien dans le navigateur, est-ce que tous les attributs sont plus ou moins présents. Donc, encore là, est-ce qu'on va mettre de l'énergie à dire Internet Explorer bien, sort bien dans un test, ou on va focuser pour dire, OK, nous autres, notre Canva, de la manière qui est implémenté, il fonctionne à 200 %, il va très bien, puis on a implémenté tous les attributs qui sont disponibles qu'on considère plus ou moins final pour le HTML5. Donc, effectivement, notre score est peut-être plus bas que certains navigateurs. Après ça, c'est à vous d'aller faire l'expérience avec le dit navigateur, avec les navigateurs pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ces... quel site fonctionne, quel site ne fonctionne pas, quelle fonctionnalité fonctionne, quel attribut est là, quel attribut n'est pas là. J'ai aussi entendu dire que IA n'est pas un navigateur moderne. Et ce qui rend cette affirmation-là hyper crédible, c'est que c'est quelqu'un de Mozilla qui l'a dit. Donc, j'ai vraiment rien contre les gens de Mozilla. Je veux dire, j'ai utilisé Firefox pendant des années. C'est quoi un navigateur moderne pour vous autres? Personne n'a d'idée? Qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer un navigateur moderne? Il y a un navigateur qui permet l'interactivité. Donc, on dirait un navigateur qui permet l'interactivité. Est-ce que vous avez d'autres définitions? J'aime ça. Un navigateur qui implémente les nouveaux standards et qui essaie d'amener le navigateur à l'expérience utilisateur à un autre niveau. J'ai bien... Oui. Autre chose? Un navigateur qui ne bug pas, effectivement. Qui peut fonctionner sur plusieurs plateformes? Possible. OK. Comme je disais un peu au début de la présentation, mon but, c'est pas de réveiller les corps morts d'IE6. On a tous eu certains problèmes avec. L'idée, c'est de dire, on n'en est plus là. On a un avancement par rapport au navigateur. On a sorti des versions plus rapidement, quoique pas aussi rapidement que plein de versions bêta puis alpha qui sortent avec d'autres navigateurs. Pour moi, un navigateur moderne, c'est un navigateur qui est rapide parce que je veux mon information tout de suite. Je veux avoir mon expérience rapidement. Je l'ai dit tantôt, l'Internet, on le voit maintenant, ceux qui font du vidéo, ceux qui font des billets de blog. Plus question de faire des billets de blog de 8000 mots, plus question de faire des vidéos de 40 minutes. Il y a tellement de contenu sur Internet, le monde veut tellement les choses rapidement qu'il faut avoir quelque chose qui fonctionne vite. Pour moi aussi, c'est un navigateur, comme Madame disait, un navigateur qui respecte les standards web, qui les implémente. Comme Renoir disait, c'est un navigateur qui va aller au jour le jour, c'est-à-dire qu'il va se mettre à jour assez rapidement, dans des délais corrects, qui va corriger les problèmes éventuels. Un navigateur qui ne bug pas. C'est bon aussi. Moi, je veux que mon expérience, ça fonctionne. Je ne veux pas que mon navigateur plante tout le temps. Donc, pour moi, c'est un navigateur moderne. De ce que j'ai vu tantôt, je ne sais pas pour vous autres, mis à part quand on avait les problèmes de connexion d'Internet, et malheureusement, je ne peux pas faire de magie sans Internet, je ne peux pas accéder au web. Donc, mis à part ces problèmes-là, je pense qu'on a eu une bonne expérience. J'ai une bonne expérience depuis que j'utilise. Et je dois vous dire, comme je disais avant de joindre Microsoft, j'étais un utilisateur de Firefox. J'ai été utilisateur de Mozilla, donc avant que ça s'appelle Firefox. J'ai été utilisateur de Netscape. Là, ça remonte loin. Là. Toi, tu ne connais pas ça. Trop jeune. Mais j'ai utilisé un paquet de navigateurs. Et j'ai une bonne expérience présentement avec IE9. Je suis très satisfait du navigateur. Pour moi, je considère que c'est un navigateur moderne. Est-ce que j'impose ma façon de penser sur ça? Non. Je vous donne mon opinion. Mais pour moi, je pense que IE9 est un navigateur moderne. Question? Par rapport au bug puis à la stabilité, c'est au niveau des bacs à sable pour les applications, pour les plugins. Est-ce que ça prévoit d'être implanté? Je ne sais pas si actuellement si ça l'est, parce que moi, je ne suis pas sur Windows de toute façon, donc j'aimerais juste le savoir si ça l'est. Ou c'est dans les plans. Donc, quand on parle des sandbox, donc au niveau de la sécurité, Internet Explorer 9 est un navigateur sécuritaire. Donc, il y a la notion de sandbox qui est en arrière de tout ça. On a des plugins qui sont là présentement. Moi, sur mon navigateur, j'ai un plugin pour OneNote, j'ai un plugin pour Antidote, pour aider à corriger mon français, qui n'est pas un plugin de Microsoft, qui fonctionne bien, qui n'accède pas à d'autres données qui ne sont pas les données pour lesquelles je lui ai donné le droit d'accéder. Donc, sur ce côté-là, moi, j'ai rien à dire. Est-ce qu'éventuellement, il peut y avoir des problèmes de sécurité? Je pense que ça peut être comme ça avec n'importe quel navigateur, avec n'importe quelle technologie. Après ça, c'est de voir, comme on disait, la rapidité de correction. Puis je pense que à ce niveau-là, on l'a compris,
IE8, le passage de IE8 à IE9 s'est fait beaucoup plus rapidement. On a implémenté plusieurs choses, on a corrigé plusieurs bugs. Donc, c'est pour ça que ça nous permet d'avoir une expérience, je vous dirais, de loin meilleure à ce qu'on avait avec certains autres navigateurs par la suite. Et le dernier, j'ai entendu dire que Fred n'a pas de cheveux. Donc, ça n'a aucun rapport avec la présentation. Mais, excusez-moi, mes cheveux poussent par en bas. Donc, je me trouvais bien drôle avant que quelqu'un fasse une joke sur mes cheveux. Des ressources qui peuvent être intéressantes pour vous autres. La page d'HTML5 du W3. Beautyoftheweb.com, qui peut être intéressant pour aller approfondir un peu plus sur le navigateur Internet Explorer 9. Comme je disais ce soir, le but, c'était pas de passer 3 heures ensemble et d'approfondir HTML5 et d'approfondir Internet Explorer 9. Mon but ce soir, c'est de vous présenter un nouveau navigateur, un navigateur qui est simple, un navigateur qui est efficace, un navigateur qui respecte les standards, un navigateur qui est moderne. Donc, c'est vraiment le but. Et là, pour ceux qui diraient Fred est en avant, il a arrangé ses présentations pour que ça fonctionne bien dans IE, puis ça arrange pas que ça fonctionne dans les autres navigateurs, moi, je vous dirais, essayez des démos que vous trouvez. Si vous avez un problème avec certains démos, envoyez-moi un message, puis on regardera est-ce que c'est une fonctionnalité qui est implémentée dans Internet Explorer, est-ce que c'est un bug quelconque, est-ce qu'on doit ramener ça à l'équipe de produit. Mais je vais vous dire que moi, tous les exemples que j'ai essayés, ça a bien fonctionné. On a mis un site à la disposition qui est ie.microsoft.com/testdrive, qui a, entre autres, la moitié des exemples que je vous ai présentés, plus beaucoup d'autres exemples qui vont vous permettre de tester la vitesse des navigateurs, qui vont vous permettre de tester HTML5. Puis, bien sûr, bon, ce soir aussi, mon but, c'était pas de présenter que des exemples faits par Microsoft pour que ceux qui pensent qu'on a tout trafiqué ces choses-là, bien, on ait d'autres exemples. Donc, je vous ai présenté quand même d'autres exemples qui sortaient des sites. Je vous invite à le faire aussi. Je vous invite, une fois que vous allez être chez vous, downloader la dernière version d'Internet Explorer 9, essayez-la. Donnez-lui une chance, même si vous êtes un peu retentissant envers cette nouvelle mouture-là. C'est ce que j'ai fait, je lui ai donné une chance et je suis fortement surpris et je trouve que le travail est quelque chose d'efficace. Donc sur ça, je vous remercie. Frédéric Harper, vous pouvez prendre ça en note. Questions technologiques, Microsoft, pas Microsoft. Vous avez besoin d'aide pour un choix technologique, vous avez des questionnements, vous avez, comme je disais tantôt, des bugs, des choses. Mon travail, c'est pas de faire nécessairement du support, mais mon travail, ça va être de trouver la bonne ressource pour vous mettre en contact, pour vous permettre de réussir votre projet, d'avancer dans votre carrière. Questions, commentaires, insultes? Est-ce que IE9 sera mis automatiquement dans le Windows Update et viendra remplacer IE8 sur les versions 7 ou pas? Oui, ça devrait être mis à jour automatiquement. Présentement, la RC était disponible à peu près une semaine avant pour ceux qui avaient une inscription à MSDN ou à TechNet, mais je crois que ça devrait être présentement dans les updates. Donc, vous devriez, ceux qui sont sur Internet Explorer 8 ou qui avaient une version bêta, devraient avoir la mise à jour qui vont venir à votre ordinateur par elle-même. Merci.